Bon, on a donné un sens aux formules de forme 1. Maintenant, on va, dans la suite du cours en particulier, on va se poser la question de trouver des formules équivalentes, alors sémantiquement équivalentes du coup. Donc on va retrouver le symbole qu'on avait déjà rencontré en logique des propositions, c'est le symbole à 3 traits, et donc qui dit deux formules A et B sont sémantiquement équivalentes si et seulement si, eh bien la formule A double implication, là, A équivalent à B, est une tautologie. Donc je vous rappelle ce que ça veut dire, hein, ça veut dire donc A équivalent à B, donc c'est si et seulement si, donc ça, ok. Et ça, je vous rappelle que c'est veut dire aussi que pour toute valuation, eh bien on a alors une valuation, là, c'est lié à une interprétation et à un environnement, hein, donc on aurait ça quoi. Ça veut dire que pour toute interprétation, pour tout environnement, ben, la valuation associée, bon, elle prend la même valeur pour les formules A et B. Donc c'est ça qu'on appelle formule sémantiquement équivalente. Alors, bon, on a vu des propriétés déjà, on a vu que c'était symétrique. A équivalent, sémantiquement équivalent à B, c'est dans l'autre sens B sémantiquement équivalent à A. C'est aussi transitif et c'est réflexif parce que A est sémantiquement équivalent à A. Bon, ça s'appelle une relation d'équivalence d'un point de vue mathématique. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser par la suite? C'est de faire un peu ce qu'on avait fait pour les formules de la logique des propositions. Vous vous souvenez qu'on avait réécrit une formule de manière équivalente, mais sous forme normale. Donc, on avait comme ça supprimé certains connecteurs. Forme normale conjonctive, disjonctive. On va faire la même chose ici, mais en plus, on va avoir d'autres exigences. On va enlever des connecteurs, on va garder non et ou. Et puis, on va aussi faire passer les quantificateurs. On va essayer de les faire passer tous en tête, même ceux qui sont au milieu de la formule. On va essayer de voir comment on peut trouver systématiquement des formules équivalentes avec les quantificateurs en tête. Ça s'appellera des formes prénexes. Et puis on fera même mieux, puisqu'on essaiera de supprimer, voir comment on peut supprimer les quantificateurs. Donc ça s'appellera, enfin certains quantificateurs, ça s'appellera donc une forme de scolème. Voilà ce qu'on va faire dans la suite de ce chapitre. Alors, bon, il y a un truc qui est intéressant pour avoir quelquefois pour se dépatouiller de problèmes de quantificateurs. Bon, les variables liées, en fait, il faut bien comprendre que les variables liées, peu importe comment on les appelle, ça ne change rien au sens de notre formule. Si je dis pour tout x, f est vrai, bon, ben, ça veut dire que pour tous les objets qui jouent le rôle de x, mais je pourrais les appeler y ou z, peu importe, ça ne changerait rien. Si je dis pour tout x, x est positif, ou si je dis pour tout y, y est positif, bon bref, vous voyez, le sens est absolument le même. Alors, ça veut dire qu'en fait, on peut renommer des variables liées et obtenir une formule équivalente. Alors, il faut faire attention parce que on ne peut pas quand même faire n'importe quoi. Alors, précisément, ça va s'appeler des variants lexicaux. Donc, je vais vous montrer sur un exemple avant de lire la définition qui est un peu compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est la formule qui est là. Donc, vous avez cette formule, c'est R de x et pour tout x, R de y et S de x. Donc, ce x qui est là, il est libre. Ce x qui est là, il est liant, et donc la portée, c'est ça. Donc, ça veut dire que le x qui est là, il est lié. Alors, qu'est-ce qui se passe si je remplace x par z? Z, c'est une lettre qui n'intervient nulle part.
ben, il n'y a pas de souci, quoi. Pour tout z, dire que pour tout x, on a R de y et S de x. X, ça veut dire il peut prendre n'importe quelle valeur. Bon, ben, si je l'appelle z, ça ne va rien changer. Par contre, si le x, il me prend l'idée saugrenue de l'appeler y, ça ne va pas bien se passer, parce que y, il est déjà là, il est libre, il était tranquille, il n'est pas concerné par ce quantificateur, et donc là, si je remplace x par y, ma formule, elle change complètement de sens. Donc ça ne marche pas. Par contre, ça, oui, ça marche bien. On dit que ça s'appelle un variant lexical. Donc là, j'ai fait une substitution qui n'a rien changé au sens de ma formule de f. Donc ça, c'est tout à fait correct. L'autre, non. Bon, si on regarde la définition, elle est compliquée pour dire ça. Donc ça vous dit ce que sont des variants lexicaux. Bon, quand il n'y a pas de quantificateur, bon, tout va bien. Si vous avez deux formules atomiques, ben, c'est des variants lexicaux. Okay. Si vous avez deux formules comme ça, si vous prenez les négations, si A' et B' sont des variants lexicaux, si vous prenez les négations des deux côtés, ça fera toujours un variant lexical. Si vous connectez des variants lexicaux avec un et, un ou, un implique, pareil, ça reste des variants lexicaux. Par contre, c'est la dernière ligne qui est là. Donc si vous avez un truc de la forme, alors Q, c'est soit son quantificateur, c'est quel que soit il existe, au choix. Si vous avez donc A et B comme ça, avec deux quantificateurs, bon, ben, vous avez le droit de remplacer C2 ici. Vous pouvez remplacer toute occurrence de X par Y dans C1. Alors plutôt ici, vous remplacez toute occurrence de X par Y dans C1, mais il faut que Y ne soit pas libre dans C1. Et notre problème là dans l'exemple, c'est que Y, il était déjà libre, et quand j'ai voulu le remplacer, ben, du coup, ça l'a lié, et donc ça a changé tout le sens de la formule. Donc, bon, la dernière phrase, elle veut dire exactement ce que j'ai fait dans l'exemple. Dernier petit exemple, pas difficile, vous voyez, si vous avez pour tout z, R de YZ, bon, mais ça veut dire que vous avez le droit de remplacer z par toute lettre différente de Y. Donc, par exemple, pour tout U, R de Y et de U, on a remplacé Z par U. Mais évidemment, si je remplace Z par Y, ça va faire pour tout Y, R de Y, ça ne marche pas, parce que Y, il est libre dans R de YZ. Et bon, si je remplace, si je mets pour tout U, R de Z et de U, bon, là, c'est absolument n'importe quoi, puis je vais remplacer à la fois Z par U et Y par Z, bon, ça, c'est pas un variant lexical. Parce que du coup, le Y qui était libre, il a carrément disparu, il a été remplacé par une autre lettre Z, je ne sais pas qui c'est, donc non, c'est pas possible. Alors, l'intérêt d'avoir des variants lexicaux, c'est que la proposition intéressante, c'est celle-là. Hein. Si on a deux variants lexicaux, eh bien, les formules sont équivalentes, sémantiquement équivalentes, et elles ont les mêmes variables libres. Donc c'est intéressant. On garde le sens, on ne dénature pas les formules. Donc vous verrez que dans la suite, on sera amené à faire ça pour simplifier les choses. Quand on a des lettres dans des quantificateurs qui ne nous conviennent pas, eh bien on dit qu'on va les renommer et pour en faire des variants lexicaux.